Le vent soufflait à travers les arbres comme un murmure ancestral, emportant avec lui le parfum humide de la terre et du bois ancien. Au cœur de la campagne française, loin de toute route principale, s'étendait une forêt rarement mentionnée sur les cartes récentes. Un lieu qu'on évitait non par superstition manifeste, mais par un malaise diffus que personne ne parvenait à expliquer. En 2005, un petit groupe de 6 personnes choisit ce lieu pour camper. Loin d'être des aventuriers inexpérimentés, ils avaient tous une certaine expérience de la randonnée, de la survie ou de l'exploration de régions isolées. Le choix paraissait logique. Une région peu fréquentée, avec une clairière naturelle près d'un ancien sentier de chasse abandonné depuis des décennies. La dernière fois qu'ils ont été vus, ils portaient des sacs à dos, leur équipement était rangé, et ils avaient prévu de passer 3 nuits sur place avant de rentrer. Rien ne laissait présager une improvisation, rien ne laissait présager un danger immédiat. Ils ne sont jamais revenus. La disparition a mobilisé les autorités locales pendant des semaines. Des recherches ont été menées dans un vaste périmètre autour de la forêt. Des chiens renifleurs ont suivi des traces qui disparaissaient soudainement dans le terrain accidenté. Aucun signe de lutte n'a été trouvé. Aucun équipement abandonné. Aucune empreinte cohérente indiquant une fuite, une poursuite ou un accident de grande ampleur. Ils n'ont trouvé que le camping. Les tentes étaient intactes. Les sacs à dos étaient partiellement rangés. Les provisions étaient encore stockées. Un feu de camp, éteint mais soigneusement reconstitué, comme s'il avait été utilisé une dernière fois avec précaution. Il n'y avait ni précipitation ni chaos. C'était comme si tout le monde avait décidé de partir en même temps et de ne jamais revenir. L'affaire fut classée des mois plus tard, sans preuves concrètes, sans témoins, sans explication plausible. Avec le temps, elle devint l'un de ces événements étranges qui subsistent dans les récits locaux et les conversations occasionnelles, toujours accompagnés d'un léger malaise. 6 ans se sont écoulés. En 2011, un garde forestier nommé Mathieu Renaud fut affecté à la surveillance de ce secteur précis durant l'été. Il s'agissait d'une tâche de routine, axée principalement sur la prévention des incendies et la surveillance des activités illégales. Dès la première nuit, il remarqua la lumière, une flamme lointaine, basse et stable. Au début, il crut qu'il s'agissait d'un campement illégal, chose courante dans les zones isolées, malgré les restrictions. Mais quelque chose clochait. L'emplacement du feu de camp correspondait exactement à l'endroit où le groupe avait disparu des années auparavant. Il l'observait à distance. Aucun mouvement n'était visible, aucune silhouette, aucun bruit, si ce n'est le crépitement du bois qui brûle. La nuit suivante, le feu de joie réapparut, au même endroit, avec la même intensité. Mathieu décida de s'approcher la 3e nuit. Il avança prudemment, guidé par la faible lueur qui vacillait entre les arbres. Chaque pas lui paraissait plus lourd à mesure qu'il se rapprochait de la clairière. À son arrivée, il trouva le feu de joie déjà allumé. Seul. Pas de tente, pas de matériel neuf, seulement d'anciennes traces encore partiellement visibles, vestiges du campement d'origine désormais rongé par le temps. Le bois était soigneusement rangé, comme si quelqu'un savait exactement comment entretenir le feu pendant des heures. Mais il n'y avait personne. Il a éteint le feu. Le lendemain matin, il retourna sur les lieux. Les cendres étaient encore chaudes. Cette nuit-là, le feu de joie revint. Impeccable. Pas de retard. Toujours en même temps, Mathieu commença à consigner le phénomène. Il nota l'heure, l'intensité de la flamme, les conditions météorologiques. Il chercha une logique, une explication naturelle. Mais plus il observait, plus il devenait évident que cela ne correspondait à aucun comportement habituel. Il n'y avait aucune empreinte de pas autour du feu de camp, même pas comme droit d'entrée, même pas en partant. C'était comme si le feu était apparu soudainement, et cela resta ainsi. Pour la 6e nuit consécutive, il décida de ne pas se contenter d'observer. Il décida d'attendre. Il se cacha parmi les arbres, plutôt que d'habitude. Le ciel s'assombrit lentement et la forêt sombra dans ce silence épais qui précède toute la nuit. Puis, sans aucun bruit préalable, le feu de joie fut allumé.
aucune étincelle n'était visible. Il n'y avait aucun mouvement. La flamme est apparue tout simplement. Mathieu n'a pas bougé, mais quelque chose a changé. L'air s'alourdit. Et pour la première fois depuis qu'il observait ce phénomène, il eut la nette impression de ne plus être seul dans la forêt. Il n'y avait personne en vue, mais il y avait une présence. Quelque chose qui ne faisait aucun bruit, quelque chose qui n'était pas nécessaire. Et à ce moment-là, un doute commença inévitablement à naître. Et si le camp n'avait jamais été abandonné? Mathieu Renaud n'était pas du genre à se laisser influencer par de vagues impressions. À 38 ans, il avait passé plus de 10 ans comme garde forestier, à lutter contre les incendies, les braconniers et les randonneurs imprudents. Il avait vu des gens paniquer pour bien moins qu'un feu spontané. Et pourtant, dans cette forêt, quelque chose défiait toute logique. Le lendemain matin de la 6e nuit, il ne fit pas immédiatement son rapport. Il décida plutôt d'enquêter lui-même. Il retourna dans la clairière en plein jour et examina chaque recoin du terrain avec une attention méticuleuse. Le site portait encore les traces du campement de 2005, même si le temps avait effacé la plupart des détails. Des lambeaux de tissu s'accrochaient aux branches basses. Un piquet rouillé, partiellement enfoui. Un cercle de pierre marquait l'emplacement de l'ancien feu de camp, là où les flammes revenaient chaque nuit. Il s'accroupit et toucha le sol, sec en surface, légèrement humide en dessous, aucun signe récent de fouille, aucune modification indiquant une intervention humaine récente. Mathieu commença à étendre la zone de recherche. Il suivit les sentiers naturels, inspecta les pentes du terrain et analysa les points d'observation possibles autour de la clairière. Si quelqu'un agissait délibérément, il lui faudrait un chemin, une cachette, un mode de déplacement. Mais il n'y avait rien. La forêt environnante semblait intacte, trop calme même. C'est alors qu'il a découvert quelque chose qui ne figurait pas dans les anciens rapports, une petite marque sur un arbre, à une vingtaine de mètres de la clairière. Ce n'était pas récent, mais ça ne paraissait pas avoir 6 ans non plus. Une entaille nette et horizontale, faite avec une lame tranchante. Ce n'était pas une marque laissée par des animaux ou par l'usure naturelle. Quelqu'un était là après 2005. De retour au poste forestier, Mathieu décida de consulter les anciens dossiers. Rouvrir des enquêtes n'était pas de son ressort, mais en tant qu'agent local, il avait accès aux archives. Les rapports étaient objectifs et, en même temps, troublants. Les 6 personnes disparues avaient des profils différents, mais un point commun. Elles étaient toutes liées par un forum en ligne consacré à l'exploration de régions isolées. Elles n'étaient pas amies de longue date. Ce voyage était leur première rencontre en personne. Les noms apparaissaient accompagnés d'informations de base, mais l'un d'eux a attiré l'attention de Mathieu, Claire Dumas. Contrairement aux autres, elle n'avait aucune expérience avérée en randonnée ou en camping. Son parcours était plutôt académique. Elle avait étudié le folklore régional et les traditions oubliées des zones rurales françaises. Elle avait participé à des recherches sur des récits locaux de disparitions, d'anciens rituels et de témoignages considérés comme invérifiables. Mathieu ferma lentement le dossier. Cela ne semblait pas être une coïncidence. Le même jour, il décida de visiter un petit village à une quinzaine de kilomètres de la forêt, un endroit presque isolé, avec seulement quelques dizaines d'habitants, pour la plupart âgés. Si de vieilles histoires circulaient sur cette région, elles s'y trouvaient probablement. Le café du village était simple, avec des tables en bois et un comptoir usé par le temps. Le propriétaire, un homme au visage sévère nommé Bernard, regarda Mathieu entrer sans dire un mot. Après quelques questions directes sur la forêt, Bernard hésita. Il ne niait pas en savoir plus, mais il ne semblait pas non plus disposé à parler ouvertement. Ce n'est que lorsqu'une femme âgée, assise près de la fenêtre, interrompit la conversation que les choses commencèrent à changer. Elle s'appelait Élodie. Elle ne regardait pas Mathieu directement en parlant. Elle gardait les yeux fixés sur la rue déserte, comme si ses paroles étaient destinées à un autre moment. Selon elle, cette clairière n'a jamais été qu'une simple clairière.
Bien avant l'existence de toute carte moderne, ce lieu était connu des bergers et des chasseurs comme un point de repère. Non pas au sens physique du terme, mais plutôt quelque chose de plus difficile à définir. Un endroit où les choses se perdaient, non seulement des objets, mais aussi des personnes, des animaux, voire des sons. Des récits anciens évoquaient des lumières apparues la nuit, des feux de joie surgissant sans explication, et dans certaines versions plus anciennes, des personnes qui suivirent ces lumières et ne revinrent jamais. Mathieu s'efforçait de rester rationnel. Il posait des questions sur les documents, les dates, toute preuve concrète. Élodie secoua simplement la tête. On n'enregistre pas ce qu'on ne peut expliquer. Elle a ensuite mentionné quelque chose qui a vraiment attiré l'attention de Mathieu. D'après les récits anciens, les feux de joie n'étaient pas un signe de présence, c'était une invitation. Sur le chemin du retour vers la gare, le poids de cette phrase l'accompagna. Cette nuit-là, il retourna à la clairière mieux préparé. Il avait emporté un appareil photo, un enregistreur et des balises discrètes disposées autour de la zone, de minuscules fils presque invisibles qui pouvaient signaler le moindre mouvement. Il s'est positionné plus tôt que d'habitude. Il attendit. L'obscurité tomba lentement, enveloppant chaque détail de la forêt. Et puis, comme les soirs précédents, le feu de joie fut allumé, immédiatement. Je suis là. Origine inconnue. Cette fois, Mathieu ne détourna pas le regard. Il scruta chaque centimètre carré des alentours, à la recherche de la moindre altération, de la moindre distorsion, du moindre indice. Rien. Jusqu'à ce que l'enregistreur, attaché à sa ceinture, capte quelque chose. Un son grave, quasiment imperceptible, comme un murmure lointain. Il ne l'a pas entendu à ce moment-là, mais l'appareil l'a enregistré. Et à ce moment-là, sans encore savoir ce qui avait été enregistré, Mathieu prit une décision qui allait complètement changer le cours de l'enquête. Il ne se contenterait plus d'observer, il répondrait à l'invitation. Le lendemain matin, Mathieu s'attela sans tarder à l'analyse des enregistrements. Assis dans la petite pièce de la station forestière, il réécouta plusieurs fois l'enregistrement audio, en augmentant progressivement le volume. Au début, cela ressemblait à de simples interférences. Un bruit irrégulier et étouffé. Mais en ajustant les fréquences, quelque chose a commencé à se démarquer. Ce n'était pas du vent, ce n'était pas un animal, c'était une suite de sons courts et rythmés, presque comme des mots fragmentés. Il a isolé le passage et l'a répété. Et puis il s'est rendu compte, ce n'était pas en français. Le son était étrange, avec des pauses irrégulières, comme une tentative inachevée de former un langage, ou peut-être quelque chose qui imitait le langage. Mathieu se laissa aller en arrière sur sa chaise, le regard fixé sur l'appareil. Cela changea tout. S'il y avait du son, il y avait une origine. S'il y avait une origine, il y avait une présence. Et cette présence signifiait qu'il ne s'agissait pas d'un simple phénomène inexplicable. C'était quelque chose d'actif. Il décida alors qu'il avait besoin d'un deuxième avis. Cet après-midi-là, il se rendit en voiture dans une plus grande ville où il parvint à contacter une vieille connaissance, Julien Moreau, spécialiste en analyse audio médico-légale qui avait déjà collaboré avec la police. Julien écouta attentivement le document, le répétant plusieurs fois, appliquant des filtres et éliminant les bruits de fond. Son expression changea progressivement. « Ce n'est pas un hasard », a-t-il finalement déclaré. Il expliqua que les schémas sonores indiquaient une répétition structurée. Il y avait des intervalles réguliers, comme s'il s'agissait d'une tentative de communication. Mais ce n'était pas le plus troublant. Le son semblait répondre. Julien a ajusté le spectre audio et superposé deux couches. Dans le premier, le son original. Sur la seconde, une fréquence presque imperceptible, comme un écho déplacé. C'est comme s'il y avait deux sources, expliqua-t-il. L'une démarre et l'autre suit. Mais pas en parfaite synchronisation. Il y a un décalage. Mathieu fronça les sourcils. Il est tard. Julien a approfondi l'analyse. Quelques secondes. Silence. Cela signifiait que quelque chose non seulement émettait du son, mais y réagissait également.
Mathieu est reparti avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire, s'il y avait une tendance, on pouvait la vérifier. Cette nuit-là, il retourna dans la clairière avec un plan différent. Cette fois-ci, il avait apporté une petite enceinte portable. Si c'était une forme de communication ou d'imitation, alors peut-être cela pourrait-il provoquer une réponse directe. Il se plaça au même point d'observation. L'horloge affichait quelques minutes d'avance sur l'heure habituelle. La forêt était immobile. Lorsque le feu de joie s'est allumé, Mathieu n'a pas hésité. Il a appuyé sur le bouton. Le haut-parleur reproduisait le même son enregistré la nuit précédente. Le résultat fut immédiat. Le feu vacillait, non pas comme une flamme régulière affectée par le vent, mais de façon irrégulière, presque comme une pulsation. Mathieu a maintenu le son actif, et puis c'est arrivé. L'enregistreur a recommencé à enregistrer. Mais cette fois, le son ne provenait pas d'un seul point. Cela provenait de plusieurs sources, autour de la clairière, parmi les arbres, derrière lui. Le même schéma, la même voix, répétée, déplacée, multipliée. Mathieu a éteint le haut-parleur. Un silence soudain s'installa. Le feu de joie s'est stabilisé, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, il y a eu une réaction directe, et cela signifiait qu'il avait franchi une limite. Dans les jours qui suivirent, il intensifia les tests, il a apporté du nouveau matériel, il a enregistré différents types de sons, il a testé des variations de fréquence, de volume et de durée. Et les résultats ont commencé à former un schéma clair. Chaque fois qu'il reproduisait quelque chose, il y avait une réaction, mais jamais immédiatement, toujours en retard, comme si quelque chose apprenait, ou en train de s'en rapprocher. Lors de la 4e nuit d'essai, Mathieu décida d'aller plus loin. Au lieu de reproduire le son enregistré, il parla. Une seule phrase simple et directe. Y a-t-il quelqu'un? L'écho parvint, mais pas comme avant. Cette fois-ci, le délai fut plus court, et le son plus proche. Ce n'était pas une répétition exacte, c'était une distorsion, comme si quelque chose essayait de reconstituer les mots. Le feu de joie gagna en intensité, illuminant la clairière plus vivement que les nuits précédentes. Les ombres des arbres commencèrent à s'étirer de façon irrégulière, se déformant sur le sol. Mathieu ressentit à nouveau cette présence, plus près, plus précis. Instinctivement, il recula d'un pas, et alors il vit. Pendant une brève seconde, quelque chose a bougé entre deux arbres. Ce n'était pas une silhouette nette, c'était l'absence de lumière, comme un espace où la lumière ne pénètre pas. La propriété, un instant. Et puis, il a disparu. Mathieu n'a pas couru, mais il a reculé. Allez-y doucement, contrôlez sa respiration, sans quitter la clairière des yeux. Lorsqu'il fut enfin suffisamment loin, il éteignit tout l'équipement et retourna à la station. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il a examiné chaque enregistrement et il a confirmé ce qu'il soupçonnait déjà. Les réponses s'accéléraient, plus près, plus précis. Ce n'était pas statique, cela évoluait. Le lendemain matin, en visionnant les enregistrements vidéo, il découvrit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Sur l'une des images capturées par l'appareil photo, à la limite de la lumière du feu de joie, on distinguait une forme, non définie, mais présent. Et le plus troublant, elle était tournée directement vers lui, comme si elle savait qu'elle était observée. À ce moment-là, Mathieu comprit qu'il n'enquêtait plus sur une vieille disparition. Je participais à quelque chose qui était déjà en cours, et peut-être en reproduisant exactement ce qui s'était passé avec le groupe de 2005. Mathieu commença à traiter chaque nuit comme une opération maîtrisée. Mais au fond de lui, il savait qu'il perdait peu à peu le contrôle. Le phénomène ne se limitait plus à la clairière. Il commençait à s'étendre à d'autres aspects de l'enquête, établissant des liens qui n'apparaissaient pas dans les rapports initiaux. Il a compris qu'il devait mieux comprendre qui étaient réellement les 6 personnes disparues en 2005. Pas seulement leur nom et leur profil superficiel, mais ce qui les avait conduites à cet endroit précis. Il retourna au dossier, se concentrant cette fois sur leurs interactions avant le voyage. Le forum en ligne qui les mettait en relation existait toujours, bien qu'abandonné. Vieilles pages, discussions archivées, sujets oubliés.
Mathieu parvint à accéder à cet historique non sans mal. Et là, il a trouvé quelque chose qui n'avait jamais été inclus dans le rapport officiel. Une série de messages initiés par Claire Dumas plusieurs semaines avant le camp. Elle a mentionné la même forêt, la même clairière, mais pas comme un lieu ordinaire. Elle a qualifié l'endroit de point récurrent. D'après leurs messages, il existait des archives historiques fragmentaires, des récits de feux de joie observés à plusieurs reprises pendant des décennies, toujours au même endroit, toujours sans origine apparente. Mais le plus troublant était la théorie qu'elle défendait. Claire pensait qu'il ne s'agissait pas d'un simple phénomène, mais d'un schéma récurrent. Elle a suggéré que les événements pouvaient se chevaucher dans un même espace, comme des couches qui ne s'annulent pas complètement. Dans l'un de ses derniers messages, elle a écrit « Si le temps ne s'écoule pas en ligne droite là-bas, alors peut-être qu'ils n'ont jamais vraiment disparu, peut-être qu'ils se produisent encore. » Mathieu l'a lu plusieurs fois, et il réalisa quelque chose qu'il n'avait pas envisagé auparavant. Et si le groupe de 2005 n'avait pas été sélectionné? Et si c'était resté, d'une manière ou d'une autre, cette possibilité commençait à correspondre au comportement du phénomène? Les réponses sont retardées, répétition imparfaite, évolution progressive, comme si quelque chose essayait de reconstituer une présence humaine à partir de fragments. Mais ce n'était pas tout. En recoupant les données du forum avec les archives locales, Mathieu a trouvé mention d'une autre affaire, beaucoup plus ancienne. En 1978, 2 chasseurs ont disparu dans la même région. L'affaire a été traitée comme un accident à l'époque. Aucune enquête approfondie n'a été menée, mais un détail a attiré l'attention. Un 3e chasseur, membre du groupe, a été retrouvé quelques jours plus tard, en état de choc. D'après le récit enregistré, il répétait sans cesse la même phrase « Le feu de joie n'était pas le nôtre ». Mathieu sentit le poids de cette phrase résonner avec tout ce qu'il vivait. Il décida alors de rechercher ce survivant. Après quelques recherches, il découvrit que l'homme était toujours vivant, résidant dans une maison isolée à la périphérie de la même région. Il s'appelait Henri Valette. La visite a eu lieu en fin d'après-midi, sous un ciel nuageux qui menaçait de pluie. Henri était un homme âgé, au regard absent et au mouvement lent. D'abord, il refusa de parler, mais lorsque Mathieu évoqua le feu de joie, quelque chose changea. Le silence s'éternisa pendant plusieurs secondes avant qu'il ne prenne enfin la parole. « Elle appelle. » Mathieu n'a pas interrompu. Henri expliqua de façon fragmentaire ce dont il se souvenait. La nuit de la disparition, ils ont également aperçu un feu de joie. Au même endroit, ils se sont approchés et ils ont trouvé des gens. Mais pas comme ils devraient l'être. Ils étaient là, arrêts, regardaient le feu, sans réagir, sans parler, comme s'ils n'avaient pas remarqué leur présence. Henri essaya de se rapprocher. Il a appelé. Personne n'a répondu. Et puis, selon lui, quelque chose s'est produit. Les silhouettes commencèrent à bouger, mais pas de façon naturelle, comme s'ils étaient tirés ou réorganisés, comme des reflets brisés, dit-il. C'est à ce moment-là que les 2 autres chasseurs décidèrent de s'avancer vers la clairière. Henri est resté sur place, et cette décision lui a sauvé la vie, car quelques secondes plus tard, les silhouettes disparurent, et avec eux, leurs compagnons. Mathieu absorbait chaque mot. Ce n'était pas simplement le récit confus d'un homme traumatisé. C'était un schéma récurrent, même point, le même feu de joie, la même attraction. Cette nuit-là, de retour dans la forêt, Mathieu réalisa que quelque chose avait encore changé. Les bornes qu'il avait installées ont été modifiées. Certains avaient été déplacés, d'autres ont tout simplement disparu. Aucun signe de casse, aucune trace au sol, et le feu de joie était déjà allumé. Avant l'heure prévue, il s'arrêta. Cela ne s'était jamais produit auparavant. La flamme brûlait plus haut, plus intensément, comme si elle réagissait à sa présence. Mais il y avait autre chose. Cette fois, il n'était pas seul dans la clairière. Il y avait des formulaires, plusieurs, répartis autour du feu, immobiliers, silencieux, et contrairement à la nuit précédente,
parfaitement visible. Mathieu sentit son corps se figer un instant. Ce n'étaient pas des ombres, c'étaient des gens, ou quelque chose de très proche. Il a raconté l'histoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le même nombre que le groupe de 2005. Aucun d'eux n'a bougé, aucun d'eux n'a réagi. Mais ils étaient tous face au feu de joie, comme s'ils en étaient pris au piège ou en attendant quelque chose. L'air semblait plus dense, presque irrespirable. Mathieu recula d'un pas, et puis, lentement, l'une des silhouettes tourna la tête, directement à lui. Le mouvement était aride, inexact, faux, comme si ce geste avait été appris et non naturel. Et puis, sans délai, les autres ont commencé à faire de même, un par un, jusqu'à ce que toutes les femmes le regardent, sans expression, sans vie, mais consciemment. À ce moment-là, Mathieu comprit qu'il ne faisait pas que constater le phénomène. Il était devenu une partie de lui. Et le feu de joie n'était plus seulement une invitation. Ce fut un tournant. Mathieu n'a pas bougé. Son instinct lui criait de fuir, mais quelque chose de plus fort le retenait sur place. Non pas le courage, mais le sentiment que le moindre mouvement brusque pouvait déclencher quelque chose d'irréversible. Les 6 silhouettes restèrent immobiles, le fixant du regard. La lumière du feu de camp vacillait sur leurs visages, révélant des détails qui n'auraient pas dû s'y trouver. La peau semblait déplacée, comme s'il était légèrement décalé. Les yeux ne reflétaient pas correctement la lumière. Et le plus troublant, aucun d'eux n'a cligné des yeux. Mathieu s'efforça de ralentir sa respiration. Si le système réagissait à des schémas, alors toute action devait être calculée. Il fit un pas de côté. Aucune réaction, encore un silence absolu. Il a donc décidé d'essayer quelque chose. Avec précaution, il attrapa l'enregistreur accroché à sa ceinture et appuya sur le bouton. Le son qui avait été capté plus tôt, ce motif fragmenté, commença à résonner dans la clairière. Les chiffres ont réagi instantanément, mais pas comme avant. Cette fois, le mouvement était synchronisé. Ils inclinèrent tous légèrement la tête, comme s'ils entendaient quelque chose de familier. Le feu de joie vacillait plus intensément, l'air vibrait, et puis l'un d'eux s'avança. Le mouvement était instable, presque comme s'il réapprenait à marcher. Le pied a touché le sol après le corps, mais le processus a progressé. Mathieu s'est figé. La silhouette continuait de s'approcher. À quelques mètres de là, la lumière du feu de camp révéla quelque chose qui lui retourna l'estomac. Le visage. Il était partiellement reconnaissable. Mathieu n'avait pas besoin de confirmer. Il le savait déjà, Claire Dumas, ou ce qu'il en restait, mais il y avait quelque chose qui clochait au-delà des apparences. Ces mouvements n'étaient pas simplement désordonnés. Ils ont été répétés, comme une vidéo qui se fige et redémarre. Elle leva la main. Ça s'est arrêté. Il a reculé de quelques centimètres, et il répéta le geste. Encore, et encore une fois. Le son de l'enregistreur a commencé à se couper, fausser, et puis tout a changé. La voix qui résonnait n'était plus seulement un bruit. Il s'agissait clairement d'une tentative de former des mots, fragmentés, ravins, mais reconnaissables. Vous êtes venu... Mathieu sentit son corps se refroidir. Il n'a pas éteint l'enregistreur. Je n'ai pas pu. Claire fit un autre pas, cette fois, plus fermement, comme s'il reprenait le contrôle, ou être contrôlé avec plus de précision. Les autres silhouettes commencèrent également à bouger, ralentissaient. Mais en suivant Le feu de joie prit schéma. encore plus d'ampleur, les flammes s'élevant anormalement, presque verticalement, sans se propager. Et puis, tout est devenu clair d'un coup. Il ne s'agissait pas d'une répétition passive. Ce n'était pas un écho, c'était une reconstitution. Quelque chose essayait de recréer ces personnes. Utilisation des enregistrements, couture, mouvement, présence. J'apprends de chaque interaction. Et maintenant, j'y étais presque. Mathieu recula d'un pas. Cette fois, les chiffres ont réagi immédiatement. Ils avancèrent. Le retard avait disparu. Le motif était complet. Il tourna son corps, prêt à se retirer définitivement. Mais cela s'est arrêté.
quelque chose au sol attira son attention. À côté du feu de camp, partiellement recouvert de terre et de feuilles, se trouvait un objet. Il n'était pas là avant. Mathieu en était certain. Il se baissa instinctivement, ignorant le danger pendant une seconde. C'était un vieux magnétophone. Contrairement à lui, plus usé, présente des signes d'utilisation intensive, il l'a attrapé, et sans réfléchir, il appuya sur le bouton. L'enregistrement audio a démarré immédiatement. C'était un vieil enregistrement. Voix, 6 personnes, en riant. Parler, le groupe de 2005. Le son semblait normal, jusqu'à ce qu'il change. Les voix commencèrent à s'éteindre. Ingérence. Et puis, une phrase a particulièrement retenu mon attention. La voix de Claire, Clara, sans distorsion. Si quelqu'un trouve ceci, ne répondez pas. Le son s'est coupé brutalement. Mathieu leva les yeux. Trop tard. Les chiffres étaient beaucoup plus proches, rapides, coordonnés. Incorrect. Et puis, pour la première fois, ils parlèrent tous en même temps. Pas de retard. Impeccable. Avec une voix parfaitement alignée. Vous avez répondu. Le feu de joie s'illumina. Et tout autour disparut pendant une seconde. Lorsque la vue de Mathieu est revenue, il n'était plus seul dans la clairière. Il était à l'intérieur d'elle. Le monde n'a pas complètement disparu. Il s'est réorganisé. Mathieu était toujours dans la clairière, mais l'atmosphère avait changé. La première chose qui le frappa fut le silence absolu. Non pas le silence naturel de la forêt, mais une absence totale de bruit, comme si l'endroit avait été coupé du monde. Le feu de joie continuait de brûler. Mais à présent, sa lumière ne vacillait plus. Le problème a été résolu. Artificiel. Tout autour, les arbres se ressemblaient, mais étaient légèrement décalés. Certains étaient plus rapprochés qu'ils n'auraient dû l'être. D'autres étaient déformés selon des angles impossibles, comme si l'espace avait été comprimé et étiré simultanément. Mathieu se retourna lentement. Les 6 silhouettes avaient disparu. À leur place, il y eut du mouvement, mais pas physique. C'étaient comme des strates de réalité qui se superposaient. Un instant, il vit la clairière vide. Ensuite, les ombres occupaient des positions spécifiques. Dans les autres, des formes incomplètes apparaissaient et disparaissaient, comme des fragments de différents moments essayant d'exister simultanément. Il prit une profonde inspiration, essayant de garder son sang-froid. Puis il écouta, cette fois directement. Pas d'enregistreur, pas de retard, voix, point bas, suivant, mais pas à partir d'un seul point. Ils ne sont pas partis. Mathieu se retourna brusquement. Rien. Cette phrase n'a pas trouvé d'écho. C'est arrivé comme ça. Il recula de quelques pas, essayant de sortir de la clairière. Mais quelque chose clochait. Le chemin ne menait nulle part. Il marcha et resta au même endroit, comme si l'espace avait doublé. Il a essayé une approche différente, le même résultat. La clairière n'était plus seulement un point isolé dans la forêt. C'était un système fermé, une répétition continue. L'air commença à paraître plus lourd. Et puis, les chiffres sont réapparus, mais pas comme avant. Puis ils apparaissaient et disparaissaient, intermittents, comme des ratés dans une transmission. Mathieu observait attentivement. Chaque apparition révélait quelque chose de différent. Sur l'une des photos, ils étaient debout autour du feu de camp. Dans une autre, ils marchaient. Dans un autre, ils couraient. Et en une fraction de seconde, presque imperceptible, il vit quelque chose qui changea tout. Ils essayaient de partir, courir vers les arbres, mais ils n'y sont jamais parvenus. Ils revenaient toujours à leur point de départ. Barrage, répétition, au même moment. La même erreur. Mathieu comprit. Il ne s'agissait pas simplement d'une reconstruction. C'était un cycle, un événement figé dans le temps, reproduit, serré, répété, et quiconque entrait en contact avec lui était possédé. L'enregistreur était toujours dans sa main. Il regarda l'objet, et il remarqua quelque chose de nouveau. Ce n'était plus comme avant. Il était plus usé, comme s'il avait été utilisé pendant des années, ou à plusieurs reprises. Il appuya de nouveau sur le bouton. L'enregistrement audio a commencé. Mais ce n'était plus pareil. Désormais, une nouvelle voix se fit entendre. Son.
mélangé aux autres, fragmenté, déformé. Il répétait des phrases dont il ne se souvenait même pas. « Y a-t-il quelqu'un? Je vous ai vu. Ce n'est pas réel. » Mathieu laissa immédiatement tomber l'enregistreur. Cela ne signifiait qu'une seule chose. Le processus avait déjà commencé. Il n'était plus un simple observateur. Cela figurait déjà dans les archives. Les chiffres ont commencé à se stabiliser à nouveau, un par un, prendre forme solide. 6, 7, Mathieu Travoux, 7. L'un d'eux, c'était lui. Arrêté, à côté du feu de camp, fixé le vide, sans expression, aucune réaction. Il recula d'un pas. La silhouette n'a pas réagi, mais elle était là. Exactement là où il se trouvait quelques minutes auparavant, où Théousrès, le temps n'avançait pas. Il était en cours de réécriture, superposé. Mathieu se mit à respirer plus vite, non pas par panique, mais par la compréhension. Si cela fonctionnait par la répétition, alors chacune de ses actions serait absorbée, inscrite, reproduite. Il regarda autour de lui, essayant de trouver le moindre défaut, le moindre point qui sortait de l'ordinaire, et il l'a trouvé. Le feu de joie. Elle ne s'est pas répétée, elle est restée constante. C'était le centre, le point fixe. Tout tournait autour d'elle. Alors, sans plus hésiter, il prit une décision. Si le cycle dépendait du feu de joie, elle devait donc s'arrêter. Mathieu a avancé. Les chiffres ont réagi immédiatement. Mouvements synchronisés. Ils ont tous commencé à se rapprocher. Plus rapide, plus coordonné que jamais. Mais il ne s'est pas arrêté. Il ignora les voix qui résonnaient maintenant directement dans son esprit. Il ignora les images fragmentées qui l'entouraient. Il ne se concentrait que sur la flamme. À quelques pas de là, la chaleur s'intensifiait anormalement. Ce n'était pas seulement du feu, c'était une présence. Il ramassait de la terre à main nue. Il l'a jetée dans le feu de joie. Il ne s'est rien passé. La flamme ne faiblissait pas. Il n'a pas réagi. C'était comme essayer d'éteindre une lumière avec de la poussière. Les silhouettes se trouvaient presque directement au-dessus de lui. Mouvement brisé, visage déformé, mais maintenant reconnaissable, clair, les autres, et lui-même. Tout converge. Mathieu hésita une seule seconde, et puis il réalisa son erreur. Ce n'était pas le feu de joie qu'il fallait éteindre, c'est ce qui la nourrissait. Il regarda l'enregistreur posé sur le sol, et il comprit. Sans hésiter, il courut vers lui, s'empara de l'appareil et le jeta directement dans les flammes. L'impact fut immédiat. Le feu de joie a réagi. Pour la première fois, la lumière vacilla violemment. L'environnement tout entier s'est trouvé déformé. Les chiffres se sont figés. Et puis, ils ont crié. Aucun son, mais avec présence, comme si quelque chose était arraché de force. Mathieu tomba à la renverse, se couvrant le visage. La lumière explosa à nouveau, plus intense, plus agressif, et puis, silence, total. Quand il ouvrit les yeux, la forêt était de retour, la clairière, vide. Le feu de joie s'est éteint, et l'enregistreur a disparu. Mathieu resta immobile pendant plusieurs secondes. Respiration, ressentir le monde qui nous entoure, réel, écurie. Mais quelque chose clochait, tout à fait faux. Parce que lorsqu'on regarde le sol, il a vu des empreintes de pas, 7 paires, entrer dans la clairière, et personne ne part. Mathieu ne quitta pas immédiatement la clairière. Au fond de lui, il savait que fuir à cet instant serait la même erreur que tous les autres avant lui. Alors, il resta immobile, analysant chaque détail, comme il l'avait fait depuis le début, mais avec une nouvelle compréhension. Le danger ne résidait pas seulement dans ce qu'il voyait. C'était standard. Il s'agenouilla près des empreintes de pas. 7 paires, bien définies. Profondeur constante. Direction unique. Toutes entrant dans la clairière. Aucun signe de sortie, aucun chevauchement suggérant un retour. Mais il y avait autre chose. Les empreintes n'étaient pas toutes dans le même état. Certaines semblaient récentes, d'autres plus anciennes, comme s'ils n'avaient pas été fabriqués en même temps. Mathieu passa la main sur l'un d'eux. Le sol a légèrement cédé, réel. Ce n'était pas une illusion persistante, c'était une preuve matérielle.
Il se leva lentement et commença à tourner en rond autour de la clairière, en gardant ses distances avec le centre. Cette fois, l'espace se comporta normalement. Chaque pas le mena en avant, sans distorsion, sans répétition. Mais le silence restait une erreur. Aucun chant d'oiseaux, pas d'insectes, rien. Comme si la forêt évitait cet endroit. Mathieu est retourné à la station forestière avant l'aube. Et pour la première fois depuis le début, il a tout documenté officiellement. Rapport complet, sans omission, y compris les parties que je savais devoir être écartées car jugées impossibles. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Il prit une décision qui allait à l'encontre de son instinct initial de mener l'enquête lui-même, demander de l'aide. Cependant, il ne s'est pas tourné vers les autorités traditionnelles. Je savais comment cela allait finir. L'isolement de l'affaire, son classement sans suite, sa discréditation. Il est donc revenu au seul point qui lui avait fourni de véritables informations jusqu'alors. L'ancien forum. Cette fois, il ne s'est pas contenté de lire. Il a écrit. Il a décrit ce qui se passait, les normes, les réponses, le feu de joie, et surtout l'erreur qu'il a commise, répondant. La réponse ne vint pas immédiatement. Mais quelques heures plus tard, une notification est apparue. Un nouvel utilisateur a commenté. Non, ligne 47. Le message était court. Vous avez interrompu le cycle, mais vous ne l'avez pas arrêté. Mathieu répondit. Il a exigé des explications. Quelques minutes plus tard, un autre message. L'important n'est pas le feu de joie. Ça ne l'a jamais été. Cela lui noua l'estomac. Il tapa à nouveau, plus directement. Qu'est-ce qui fait que ça continue? La réponse a été plus longue cette fois-ci. Quand il est arrivé, il a apporté quelque chose de différent. Un fichier, un vieux document qui a été numérisé, daté de 1893, rapport incomplet, description d'un événement similaire, au même endroit, même phénomène. Mais avec une différence cruciale. À l'époque, quelqu'un a réussi à s'échapper, et il a laissé des instructions. Mathieu ouvrit le document. Le texte était fragmenté, mais lisible. Il a décrit la clairière comme un point de repli, un lieu où les événements ne disparaissaient pas. Ils s'accumulaient. Chevauchement, reproduit, et, avec le temps, perfectionné. Comme si l'on apprenait quelque chose d'eux. Mais le point principal se trouvait à la fin du document. La répétition n'a lieu que tant qu'il existe une référence. Mathieu l'a lu plusieurs fois. Référence. Il repensa mentalement à tout ce qu'il avait fait. Les disques, les fichiers audio, les interactions, la réponse. Tout alimentait le système. Tout a servi de base à la reconstruction. La seule façon de l'arrêter n'était donc pas de la détruire. Il s'agissait de supprimer la référence, supprimer tout enregistrement, tout modèle susceptible d'être reproduit. Mais il y avait un problème. Il en faisait déjà partie. Votre audio, votre présence, vos actions, tout avait déjà été capturé. Mathieu se leva brusquement. Si cela était vrai, alors le cycle n'était pas terminé. J'attendais tout simplement. Il retourna à la clairière le soir même. Mais pas maintenant, en tant que chercheuse. Comme quelqu'un qui essaie de corriger une erreur. Il emporta avec lui tout ce qu'il avait utilisé. Caméras, remarques, équipements, tous. À notre arrivée, l'environnement semblait normal, silencieux. Propriété. La clairière était sombre. Pas de feu de joie, pas de lumière. Mais cela ne le rassura pas. Il savait que ce n'était qu'une pause. Il a immédiatement commencé à agir. L'appareil photo est cassé. Il a détruit l'enregistreur de sauvegarde. Il a déchiré les notes. Il a enterré les fragments. Sans hésitation, sans s'arrêter pour réfléchir. Chaque action était simple, objectif, finale. Et puis, il attendit. Le temps a passé. Minutes, peut-être des heures. Aucun changement, aucun signal. Mathieu commença à croire qu'il avait peut-être raison. Peut-être aurait-il pu briser le cycle, jusqu'à ce qu'il le sente. La même présence, mais différent, plus subtil. Il n'a pas regardé immédiatement, mais je le savais. Il y avait quelque chose derrière lui. Et puis, une voix, faible, Clara, sans distorsion. Pas de retard. Sa propre voix. Vous avez oublié une chose. Mathieu ferma les yeux une seconde.
Et il comprit. Il ne s'agissait pas seulement des documents physiques, c'était le souvenir. Aussi longtemps qu'il s'en souvenait, aussi longtemps que je le savais, la référence existait toujours. Il se retourna lentement, et il vit, à lui-même, parfait, impeccable, sans distorsion, arrêté. J'observe. Et, contrairement aux autres fois, en souriant. À ce moment-là, Mathieu a compris que la croissance ne consistait pas à affronter le phénomène. Il s'agissait d'accepter le coût de cette interruption, et ce coût n'avait pas encore été réglé. Mathieu resta immobile devant son propre reflet. Contrairement à ses autres prestations, sa version était irréprochable. Aucun mouvement répété, aucune distorsion visible. C'était d'une précision chirurgicale, d'un naturel confondant, et cela la rendait beaucoup plus dangereuse. Le sourire n'était pas agressif, c'était compréhensible, comme s'il savait déjà ce qui allait suivre. Mathieu détourna le regard un instant, observant les alentours. La clairière restait immobile, mais le silence avait désormais une autre dimension. Ce n'était plus le vide, c'était l'attente. Il regarda de nouveau la silhouette. Cette fois, il a pris la parole en premier. « Que veux-tu » La réponse est arrivée sans délai, pas d'écho. Terminé le processus. La voix était identique, chaque intonation, chaque pause. Mathieu prit une profonde inspiration. Ce n'est pas terminé. L'autre version inclina légèrement la tête. Non. Vous n'avez interrompu que la phase visible. Cela confirmait ce qu'il soupçonnait déjà. Le phénomène ne dépendait pas d'une manifestation physique constante. Il pouvait s'estomper, se réorganiser et revenir plus efficace. Mathieu serra les poings. Alors, comment cela va-t-il se terminer? La silhouette fit un pas en avant. Le mouvement était parfait, impeccable. Quand il n'y a plus de différence. Silence. Mathieu en aperçut le sens avant même de le comprendre pleinement. Différence entre quoi? La réponse était simple. Entre vous et ce qui a été enregistré. Son poids diminua immédiatement. Si le phénomène était une reconstruction basée sur des modèles, l'objectif ultime n'était donc pas seulement d'imiter. Il s'agissait de remplacer, éliminer toute incohérence entre l'original et la copie. Mathieu recula d'un pas. Le chiffre n'a pas progressé cette fois-ci. Il s'est contenté d'observer, comme s'il savait qu'il n'avait plus besoin de la poursuivre. Le processus était déjà en cours. Mathieu tourna légèrement le corps, regardant vers la lisière de la clairière. Il devait partir de là, mais surtout, il devait s'assurer que cela ne continue pas. Il ne s'agissait plus de survie. Il s'agissait de boucler la boucle. Il commença à penser différemment, pas comme quelqu'un qui tente de s'échapper, mais comme quelqu'un qui essaie de briser un système. Si le point de référence était le problème, et la mémoire en faisait partie, il me fallait donc créer une rupture que le phénomène ne puisse pas suivre, quelque chose d'imprévisible, quelque chose d'irréproductible. Il jeta un dernier regard à la silhouette. Il faut bien une norme, non? Aucune réponse, mais le silence l'a confirmé. Mathieu a poursuivi. Répétition, enregistrement, cohérence. La silhouette esquissa un sourire. Essayez! Mathieu hocha lentement la tête. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il tourna complètement le dos à la silhouette, et il se dirigea droit vers le feu de camp éteint. Des pas fermes, sans hésitation. Derrière lui, aucun bruit. Mais la présence demeurait là. J'observe. Calculateur. Arrivé au centre de la clairière, il s'arrêta exactement à l'endroit où se trouvait le feu de camp. Il se pencha, et il se mit à creuser, de leurs propres mains, sans explication, sans regarder en arrière. Le sol céda facilement sous le poids des pierres. Les couches superficielles ont été éliminées rapidement, mais quelques centimètres plus bas, quelque chose a changé. Le sol est devenu plus compact, plus sombre, et puis il l'a trouvé, fragment, petit, dispersé. Reste, non fabriqué en bois, mais à partir de quelque chose qui a été brûlé et exposé à la chaleur à plusieurs reprises. Mathieu l'a reconnu immédiatement, déchet de tous les cycles précédents. Cet endroit n'avait jamais été nettoyé, il n'avait jamais disparu, accumulé seulement, couche après couche, document après document.
Il continua à creuser, plus vite maintenant, plus profond, sans se soucier de ses mains blessées. Derrière lui, enfin, un mouvement. La silhouette fit un pas, puis un autre, plus rapide, plus direct. Mais Mathieu ne s'est pas arrêté, car maintenant, il comprenait ce qu'il devait faire. Il ne s'agissait pas de détruire le feu de joie, même pas en supprimant les enregistrements. Il s'agissait de tout mettre à nu, faire remonter à la surface, forcer le système à gérer toutes les couches simultanément. Pas de commande, aucune séquence, aucun schéma. La terre céda à nouveau sous ses pieds, et puis il vit un objet plus grand, enterré, partiellement conservé. Il a tiré. C'était le vieux magnétophone, le même, mais pas un seul, plusieurs, empilés de différentes époques. Nous en sommes tous au même point, tous utilisés. Chacun fait partie du cycle. Mathieu a marqué le premier but. Derrière lui, la silhouette était déjà proche, très proche, semble. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a allumé l'enregistreur, puis un autre, et un autre, un par un, tous en même temps. Les voix ont commencé à se chevaucher, différents, mal alignés, chaotiques, aucun schéma, aucun rythme, sans répétition cohérente. La clairière a réagi immédiatement. L'air se distordait, la lumière a changé, les arbres vibraient. La silhouette derrière lui fit un pas brusque en arrière, pour la première fois, instable. Mathieu prit un autre magnétophone. Il a appelé. Plus de voix, plus de couches, plus de bruit. Le système était poussé au-delà de ses limites. Pas le temps de s'organiser, aucune infrastructure pour le reproduire. Il n'existe pas de méthode d'apprentissage standard. La silhouette tenta de se remettre en mouvement. Mais cela a échoué. Le mouvement s'est enrayé, il l'a répété, il s'est cassé. Exactement comme les autres avant elle, Mathieu se leva, entouré d'un chaos sonore. Et pour la première fois depuis le début, elle avait l'avantage. Il n'avait plus besoin de comprendre ce phénomène. J'avais juste besoin de le surcharger, et que cela reste ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à reconstruire. Le bruit était insupportable. Des voix qui se chevauchent, des fragments de phrases, des rires déformés, des appels à l'aide, des échos brisés de différents moments, tout cela se produit en même temps, sans ordre, sans logique. La clairière ne se comportait plus comme un espace physique, c'était instable. Les arbres se dupliquaient et disparaissaient en une fraction de seconde. Le sol semblait palpiter sous les pieds de Mathieu, comme s'il était vivant, ou comme s'il tentait de s'adapter à quelque chose qu'il ne pouvait comprendre. Les magnétophones sont restés allumés, tous. Chacune diffusait une version différente du même événement ou d'événements distincts qui avaient été absorbés au fil du temps. Mathieu tenait à peine debout, mais il n'a pas reculé. Devant lui, cette figure, cette version parfaite de lui-même, commença à s'effondrer. Tout d'abord, un léger retard dans le mouvement, puis une répétition involontaire. Le bras a bougé, puis est revenu à sa position initiale, puis a bougé à nouveau. Son visage se figea un instant, le sourire disparut, et puis, pour la première fois, l'expression a changé pour se rapprocher de l'erreur. Mathieu fit un pas en avant. Le son devint encore plus fort. Il ramassa un autre enregistreur par terre et le lança sur la silhouette. L'impact n'était pas physique, mais l'effet fut immédiat. Son image s'est trouvée violemment déformée, comme une transmission interrompue. La voix a tenté de sortir, mais elle est sortie de façon fragmentée. Est-ce que c'est tellement pas de... Et ça a échoué. Les autres silhouettes commencèrent à réapparaître autour d'eux, Claire, le reste, et plusieurs versions de Mathieu. Mais aucune d'entre elles n'était stable, tous pris au piège de cycles incomplets, des mouvements entamés mais jamais achevés, des regards qui changeaient de direction sans raison, des corps qui se déplaçaient en avant et en arrière simultanément. Le système s'effondrait, mais ce n'était pas encore fini. Le feu de joie s'est rallumé, seul, pas au centre, plus intense que jamais. La flamme s'élevait d'une manière anormale, presque solide, comme une colonne de lumière comprimée. Et puis, quelque chose de nouveau s'est produit. Les voix ont commencé à s'harmoniser, lentement, contre le chaos, comme si le phénomène tentait de se réorganiser.
créer de l'ordre à partir du désordre. Mathieu s'en est immédiatement rendu compte. Si les choses devaient à nouveau suivre un schéma, tout recommencerait. Il devait aller plus loin. Sans hésiter, il courut vers le feu de joie. Il faisait une chaleur insupportable, irréelle. Mais il ne s'est pas arrêté. Il ramassa les enregistreurs restants. Tous. Et d'un seul geste, il jeta tout dans les flammes. L'impact fut immédiat. Le feu de joie s'intensifia. Mais pas vers le haut, à l'intérieur, comme si elle s'effondrait sur elle-même. Les voix atteignirent un niveau impossible. Et puis, le silence. Total. La lumière s'est éteinte, les chiffres se sont figés et ils ont commencé à se désagréger. Pas comme les corps, mais les archives sont effacées, fragment par fragment. Claire était la dernière. Pendant une seconde, il regarda Mathieu droit dans les yeux, sans distorsion, impeccable. Et presque imperceptiblement, elle bougea les lèvres. Maintenant, oui. Et il a disparu. Le sol a légèrement cédé. La situation est revenue à la normale. Les arbres se sont stabilisés. L'air s'est remis à circuler. Les bruits de la forêt revinrent. Vent, insectes, vie. Mathieu tomba à genoux, épuisé, mais consciemment. Il regarda autour de lui. Rien. Pas de photos. Pas de lumière. Aucun signe de ce phénomène. Le feu de joie avait complètement disparu, comme si cela n'avait jamais existé. Mais alors, quelque chose le figea à nouveau. Un son, derrière lui, mesure, planche, habitué. Il se retourna, et il vit. Un homme sort de derrière la lisière des arbres, confus, désorienté, respiration difficile. Mathieu se leva, encore incrédule. L'homme regarda autour de lui, perdu, et puis il a dit « Ce qui s'est passé ». Mathieu a reconnu le visage, même avec le temps. C'est impossible. Il faisait partie des 6 personnes disparues en 2005, vivos, intacts, comme si le temps n'avait pas passé. Quelques secondes plus tard, un autre apparut, et une dernière, un par un. Tout le monde quitte la forêt, désorienté, mais réel. Mathieu recula lentement, en cours de traitement. L'impossible était devenu réalité. Mais quelque chose clochait, tout à fait faux. Parce que lorsqu'on raconte l'histoire, 7 personnes sortirent de la forêt, pas 6. Le silence qui suivit fut pesant. C'était difficile. Mathieu observait les 6 personnes disparues en 2005 se retrouver au bord de la clairière, essayant de se reconnaître, essayant d'organiser des souvenirs qui n'appartenaient plus à une chronologie continue. Ils se parlaient par bribes de phrases, des souvenirs décousus, des événements qui ne s'enchaînaient pas. Pour eux, c'était comme si quelque chose avait été interrompu en plein milieu, comme un rêve brutalement interrompu. Mais aucune éclaircie ne figurait dans ces souvenirs. Il n'y a pas eu d'année perdue, un vide inexplicable. Mathieu ne s'est pas approché. Il savait que toute intervention pourrait une fois de plus rompre le fragile équilibre qui s'était instauré. Puis il réalisa quelque chose de plus important. Le 7e. La 7e personne. Il. Pas parmi eux, mais séparément. J'observe. Comme s'il était exclu de la réintégration. L'homme qui était apparu aux côtés du groupe regarda autour de lui, confus, puis fixa Mathieu du regard. « Vous étiez là, n'est-ce pas ?» Mathieu hésita, et à ce moment-là, il réalisa qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Si je disais oui, je confirmerais une histoire qui n'existe plus. Si je disais non, je nierais quelque chose que je ressentais encore dans ma propre mémoire. Avant qu'elle puisse répondre, le groupe commença à s'éloigner lentement, instinctivement, comme si quelque chose à l'intérieur d'eux les éloignait de la clairière, hors de la forêt, loin de ce point. Mathieu n'a pas essayé de les suivre. Je savais que ce n'était pas une échappatoire. Il s'agissait d'une dispersion naturelle suite à l'effondrement du système, un retour à ce qui subsistait de la réalité originelle. Il était de nouveau seul, pendant longtemps, jusqu'à ce que la forêt recommence à ressembler à une simple forêt. Mais ce sentiment de stabilité n'a pas duré entièrement, parce que Mathieu a remarqué quelque chose d'étrange. Ses souvenirs n'étaient pas intacts, ils étaient lourds, comme si elles avaient été réécrites plusieurs fois. Il se souvenait du feu de joie, des chiffres, du cycle,
Mais il se souvenait aussi d'autres versions de lui-même faisant des choses différentes, des décisions qu'il n'a pas prises, des chemins qu'il n'a pas empruntés, et ça n'a pas disparu. C'était à l'intérieur de lui, comme une couche permanente. Il est retourné à la station forestière quelques jours plus tard. Il a remis le rapport final, simple, direct, sans tout mentionner, uniquement le nécessaire. Le groupe est réuni, affaire classée. Mais il ne croyait pas à ses propres paroles, parce que je savais que ce n'était pas la fin du monde. Il s'agissait simplement d'une pause entre deux cycles. La semaine suivante, il tenta de retourner dans la clairière. Il ne l'a pas trouvé, même pas un sentier, même pas une marque, même pas un point de repère, comme si l'endroit avait été effacé ou déplacé. La forêt semblait avoir réorganisé sa propre structure pour empêcher son retour, et cela aurait dû apporter un soulagement, mais je ne l'ai pas apporté, car, les nuits calmes, Mathieu commençait à entendre quelque chose, très bas, quasiment imperceptible, un claquement de doigts au loin, comme du bois qui brûle. Il n'a jamais pu localiser la source, mais chaque fois que je fermais les yeux trop longtemps, par la lumière, petit, constante, loin. Et puis, une de ces nuits, il s'est réveillé au milieu de la nuit, assis, les yeux ouverts, sans savoir pourquoi, et avant même de se lever, il le savait déjà, non pas parce qu'il l'a vu, mais parce qu'il a reconnu le retour de ce schéma. Quelque part, quelque chose essayait de se réorganiser à nouveau, et cette fois, il n'y avait personne d'autre pour interrompre. La forêt resta silencieuse pendant des années, aucun enregistrement, aucun incident, aucun rapport. Jusqu'en 2018, date à laquelle un nouveau garde forestier a été affecté à la même région. Et dès sa première nuit de patrouille, il aperçut une lumière au loin, constante, origine inconnue. Si cette histoire vous a amené à réfléchir à ce qui existe au-delà de notre entendement, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne avec quelqu'un qui, comme vous, apprécie les mystères qui défient la logique. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires de ce genre, continuez à nous suivre, car certaines choses dans la forêt ne finissent jamais vraiment.